Voilà, sans plus attendre, on va commencer cette session thématique de questions-réponses, donc sur la thématique des admissions. Corinne Blondet est en charge du service de la scolarité à l'ENSA Paris-Val de Seine. Elle va vous faire une petite présentation générale sur les admissions et ensuite elle pourra répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Oui, alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'école Paris-Val de Seine. Donc moi je vais vous donner d'abord quelques éléments assez rapidement, puisqu'après je pense que le mieux c'est de répondre à vos questions spécifiques et voilà, favoriser un peu les échanges et du coup prendre en compte vos spécificités. Je ne sais pas si vous avez peut-être assisté à la conférence qui a eu lieu tout à l'heure à 14h, si vous avez déjà pris connaissance un peu des modalités d'admission. Donc, pour les personnes qui candidatent via Parcoursup, enfin, c'est le cas pour la plupart d'entre vous, je pense, l'admission se déroule en 2 étapes. Il y a d'abord une étape d'examen des dossiers, durant laquelle, en fait, on va aller regarder les notes que vous avez obtenues en première et terminale dans l'enseignement scientifique ou les mathématiques, en fonction de votre filière, générale ou technologique, les notes obtenues en histoire-géographie, en langue vivante 1, les notes obtenues dans les enseignements de spécialité, et les notes obtenues à l'épreuve du bac de français, à laquelle on attribue un coefficient 2. Donc, elle compte plus que les autres, cette note-là. À l'issue de cette phase d'examen des dossiers, on va retenir 1000 candidats qui seront convoqués à un entretien de motivation qui aura lieu le 17 mai à l'école. Cet entretien de motivation, il dure 10 minutes. Il se passe devant un petit jury qui est composé de 2 enseignants de l'école et d'un étudiant en master. Donc c'est vraiment un entretien qui va porter sur vos motivations pour entrer dans des études en architecture, vos motivations à intégrer cette école en particulier. Lors de cet entretien, vous avez la possibilité d'amener un petit portfolio, enfin, ou quelques travaux que vous avez réalisés, des dessins, des croquis, voilà. Ça n'est pas obligatoire et si vous décidez d'apporter quelque chose, faut que ce soit quand même en quantité limitée, hein, puisque ce sera vu par le jury au moment de l'entretien. C'est un format A4, pas de support numérique et pas de maquette. Voilà. Si vous êtes dans la situation où vous avez déjà eu le bac, soit que vous êtes en situation de réorientation ou bien que vous avez tenté l'année dernière déjà d'intégrer l'école et que vous avez entre-temps pas réussi à intégrer et peut-être démarrer un autre cursus, ce qui sera pris en compte, ça va être soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves de baccalauréat, enfin, votre moyenne du bac en totalité, ou soit les notes obtenues dans une formation post-bac diplômante que vous avez éventuellement démarrée. Cette formation, il faut qu'elle soit diplômante. Ça veut dire qu'on ne prendra pas en compte des notes obtenues dans le cadre d'une classe préparatoire. Voilà. Et entre notes au bac et notes de cette formation, on prendra la situation la plus favorable pour vous. Donc voilà pour le cadre général. Je préfère pas en dire plus, ça n'est pas une conférence, mais plutôt répondre à vos questions qui me permettra de dire aussi peut-être d'autres choses sur cette phase d'admission. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Première question, sur 1000 candidats, il y en a combien qui sont retenus en moyenne ? Alors, nous avons 250 étudiants qui intègrent l'école en première année via Parcoursup.
Ces 250, ce n'est pas forcément les premiers classés à l'entretien, puisque je pense que vous êtes un peu tous dans ce cas-là. Vous faites sans doute des vœux dans plusieurs écoles d'architecture. Donc en fait, à l'issue de l'entretien, nous, on a un classement des candidats. Le 2 juin, vous avez, c'est le calendrier Parcoursup, les réponses. Donc c'est soit oui, définitif, vous êtes retenu, soit oui, mais en liste d'attente, soit non. Donc quand c'est non, c'est que voilà, vous ne pourrez pas intégrer l'école. Si c'est en liste d'attente, ça veut dire que parmi les 250 premiers qu'on aura classés, il y aura certainement des désistements, des candidats qui vont... qui en fait vont retenir d'autres choix qu'ils ont fait et dans d'autres écoles dans lesquelles ils ont été pris. Et du coup, alors je ne peux pas vous donner, ça dépend des années, mais en règle générale, on peut remonter jusqu'au 500e classé à l'oral. Voilà. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donner des précisions concernant les formations post-bac? Vous avez dit que les prépas n'étaient pas prises en compte, donc les CPGE, c'est ça? Enfin, en tout cas, dans ces cas-là, si vous avez fait une classe prépa, on ne prendra pas en compte les notes obtenues dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas une formation diplômante, mais on ira regarder la moyenne du bac. De toute façon, quelle que soit la formation post-bac, vous regardez les moyennes au bac et les moyennes post-bac et vous prenez la plus avantageuse. Exactement. Enfin, c'est ça. Vous, l'algorithme. C'est ça, oui. Merci. Tout à fait. Donc peut-être en attendant, du coup, alors déjà un premier conseil. Donc les études en architecture, c'est quand même c'est une filière sélective, on n'est pas sûr d'intégrer. Donc un premier conseil déjà, c'est vous avez 10 vœux à formuler sur Parcoursup, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Moi, je vous recommande fortement de ne pas classer dans vos vœux que des écoles d'archi, mais de prévoir un plan B. Ou plusieurs plans B avec en sélectionnant une licence en université ou un BTS ou etc. Et dans ces cas-là, d'aller vers des choix qui vous intéressent, enfin voilà, dans lequel aussi vous allez réussir, puisque en tout cas pour la première phase d'examen des dossiers, nous, ce qu'on va regarder, c'est les notes obtenues. Donc après, on préconise pas spécialement d'aller dans une première année d'histoire de l'art ou de géographie ou etc. Même si, ce qui est intéressant, c'est peut-être que pour vous-même, que ce soit un peu en lien après avec ce que vous allez retrouver dans les études en architecture. Mais c'est surtout de faire quelque chose qui vous intéresse. Bonjour. Oui, je voulais des informations sur les admissions à master. Quand on fait une demande de transfert, quand on vient d'une autre école, quelles sont les démarches et les critères? Pour les demandes de transfert? Oui. Donc, si vous êtes déjà dans une école d'architecture, c'est ça. Il faut passer via Taïga. C'est jusqu'au 15 février. Non, je crois que c'est jusqu'au 15 mars. Enfin, en tout cas, attendez, je vais vous dire ça pour le transfert. Voilà, jusqu'au 15 mars, vous pouvez faire cette demande. Il faut qu'il y ait une validation du directeur de votre école d'origine. Voilà, et puis après, c'est étudié, nous, au sein d'une commission de validation, et vous aurez les réponses fin mai. Ok, merci. Voilà. Par contre, on n'accepte pas les transferts pour les redoublants de première année. Les étudiants en chevauchement non plus, pas de transfert. Et pas de transfert pour intégrer le M2. Okay. Et si on fait une demande pour intégrer un master, du coup, est-ce que les vœux de master, ça se passe juste après? Les vœux de master? Oui, les vœux de master. Les vœux de groupe, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est à la rentrée. C'est une fois que vous avez, que votre demande est acceptée, que vous allez vous inscrire administrativement à l'école. Et c'est à la rentrée, aux alentours de mi-septembre,
il y a des amphithéâtres de rentrée, de présentation des enseignements, et c'est à l'issue de ces amphis que vous formulez vos vœux de choix de groupe pour l'enseignement de projets et l'enseignement de séminaires. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Quelle spécialité il faut plus privilégier en terminale en bac général? Oui, très bonne question. Je ne l'ai pas du tout évoqué. On ne préconise pas de spécialité particulière et du coup, ce ne sera pas un critère. Ce qui sera le critère, c'est la note obtenue aux enseignements de spécialité, enfin la moyenne des notes en première et en terminale. Mais on donne pas plus on ne favorise pas une spécialité plutôt qu'une autre. Donc, si vous êtes dans cette salle, il y a des lycéens qui sont en seconde. Ce que je vous conseillerais, c'est de prendre des spécialités déjà qui vous intéressent, parce qu'à un moment donné, c'est quand même bien aussi de faire des choses qui nous intéressent dans cette vie. Et du coup aussi dans lesquels vous allez peut-être plus réussir, là où vous avez le plus d'atouts. Voilà. Et si vous êtes en première, eh bien abandonnez. Enfin, ça, je pense que la spécialité où vous réussissez le moins et qui vous plaît le moins. Bonjour. Quelle moyenne il faut à peu près pour rentrer dans l'ENSA Val-de-Seine? Alors, on n'a pas de moyenne dans le sens où les dossiers, c'est pas vous avez en dessous de temps, vous n'êtes pas pris, vous avez au-dessus, vous êtes pris. Puisque ça dépend en fait des autres candidats, puisqu'on retient les 1000 premiers candidats. Donc, tout dépend de la moyenne de l'ensemble. Donc, c'est pour ça ça dépend des années. On n'aime pas trop donner une moyenne parce que ça peut... Alors, vous avez quelle moyenne, par exemple? 15. 15, vous avez des chances. Non, mais alors en plus, je voudrais mettre une nuance, c'est que ça fluctue d'une année sur l'autre, et en plus, ça n'est pas parce qu'on n'a pas été pris la première année où on tente d'intégrer une école d'architecture qu'on ne sera pas pris dans 1 an, dans 2 ans, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas été pris. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ayez des plans B dans lesquels vous allez réussir, qui vont aussi vous préparer aux études en architecture, parce que ce qu'on attend aussi en école d'archi, c'est aussi des profils généralistes qui s'intéressent à des questions variées, des questions aussi sociétales, environnementales. Et comme je vous l'ai dit, pour des candidats qui ont déjà eu le bac et commencé une autre formation post-diplômante, on ira regarder soit la moyenne obtenue au bac, soit la moyenne des notes obtenues dans cette formation. On prendra la situation la plus favorable pour vous. Et je veux vous donner aussi un élément. Sur les 250 étudiants qui entrent en première année à l'école d'archi, il y en a quand même 1 sur 5 qui n'étaient pas bacheliers l'année d'avant. C'est-à-dire qu'entre-temps, soit c'est des étudiants en réorientation, soit ils ont fait un autre projet entre-temps. Donc c'est quand même beaucoup, 1 sur 5. Donc c'est pour vous dire que, ok, c'est vrai, avoir une bonne moyenne, c'est important, mais on a une chance, même si, en tout cas pour cette année, vous n'avez pas l'impression d'être dans les clous. Après, c'est vrai aussi que pour réussir, les études en architecture, c'est quand même des études exigeantes, il y a beaucoup de travail, donc il faut aussi avoir cette capacité de travail, de l'autonomie, etc. Oui, je sais pas. Bonjour. J'ai une question concernant l'entretien de motivation. Donc, une fois vous avez passé le cap des moyennes, vous êtes retenu parmi les 1000 élèves, donc vous faites votre entretien de motivation. Dans le dossier Parcoursup, on nous demande aussi une lettre de motivation. Est-ce que ça veut dire que là, ça ne vaut pas la peine qu'on mette une lettre de motivation, ou
est-ce que votre entretien prime, entre guillemets? Alors, si, il faut. Donc, il y a une lettre de motivation. Cette lettre, on ne va pas la regarder au moment de l'examen des dossiers. Par contre, au moment de l'entretien, on vous demande de l'apporter. Les enseignants qui composent le jury, d'ailleurs, l'auront avant. Ils vont éventuellement la lire avant. Donc, c'est un des éléments au moment de l'entretien de motivation. Mais ce n'est pas le seul. Voilà. Ce qui va surtout primer, c'est quand même l'échange oral. Voilà. Une autre question qui peut peut-être paraître étrange, bizarre. Quel est le pourcentage de réussite en première année des 250 qui sont admis? Il me semble, il y a à peu près 20% qui ne réussit pas, en tout cas, la première année, donc soit qui va redoubler, soit qui va se réorienter. Dans la phase d'attente, quand le candidat reçoit oui en attente le 2 juin, après ça vous prend combien de temps de clôturer, d'avoir le chiffre 250 définitif? D'expérience, ça peut durer jusqu'à quand pour de toute façon, après, il y a il me semble que ça se clôture. Le 11 juin démarre la phase complémentaire d'admission. Et en tout cas, le 10 juillet, c'est clôturer la phase principale d'admission. Voilà. Mais après, ça dépend aussi des années. Est-ce que les premiers classés, est-ce qu'ils, voilà, combien il y en a qui se désistent ou pas, enfin. Mais en tout cas, souvent d'ici le 10 juillet, c'est bouclé. Ça va assez vite quand même après. Bonjour. Lorsque vous avez sélectionné les 1000 élèves à l'entretien oral, comment vous calculez, comment vous les classez? Est-ce que vous gardez quand même les notes de votre sélection ou ça rentre en compte ou vous repartez à 0 en fait, avec uniquement la note à l'oral? On repart à 0. D'accord. Et juste dernière question, vous avez dit que les notes de français comptaient en coefficient 2. Vous prenez l'oral et l'écrit. Oui. Et c'est ça qui fait les deux coefficients en fait. Tout à fait. Oui, concernant le double cursus, le choix des spécialités n'entre pas non plus en compte? Alors le double cursus architecte-ingénieur. Oui. Oui. Alors si, là, pour le coup, il faut avoir au moins une des deux spécialités qui soit maths ou physique. Obligatoire. Bonjour. Je voulais savoir au niveau du... Est-ce que c'est un algorithme qui trie les notes, en fait? Est-ce qu'il prend en compte le lycée de secteur? Non. Oui. Et est-ce qu'il prend en compte enfin, je pense pas non plus, le niveau de classe de l'élève dans laquelle il se trouve? Alors, donc, on ne regarde pas le lycée d'origine et on ne regarde pas non plus le classement dans la classe. C'est vraiment les notes. Bonjour. Est-ce que vous avez des bons conseils à donner pour bien préparer son oral? Alors, conseil à donner pour bien préparer son oral. Moi, je vous recommande ce qui va être aussi attendu au moment de cet oral, c'est aussi votre curiosité, votre ouverture aussi sur toutes les questions culturelles, architecturales. Donc n'hésitez pas d'aller visiter des expositions, d'aller au musée, d'aller essayer de vous imprégner un peu de culture architecturale en allant voir des monuments, en essayant d'aller lire des choses qui se sont dites sur la construction de ces monuments, d'aller vous renseigner un petit peu sur des architectes, voilà. Sachant qu'après cet entretien, c'est pas un test de connaissance, mais c'est de montrer, voilà, que vous vous êtes intéressé à ces questions-là. Moi, ce que je vous recommande aussi, même dès aujourd'hui, c'est d'aller voir mes collègues à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé, qui est au 2e étage. Déjà,
Au niveau architectural, c'est déjà intéressant. C'est un lieu assez magnifique puisqu'elle se situe dans l'ancienne halle de l'usine d'air comprimé qui a été réhabilitée pour construire cette école. Mes collègues ont sélectionné des ouvrages, des références qui vous conseillent de lire. Voilà, pour commencer à vous imprégner un peu. Je vous recommande aussi, vous l'avez peut-être déjà fait, mais d'aller dans les étages, rencontrer les équipes enseignantes qui présentent leurs travaux, qui présentent leur pédagogie. Il y a des étudiants aussi de l'école qui sont présents. Et je pense qu'en parlant avec eux aussi sur déjà leurs attentes, souvent ils font partie des jurys, hein, donc sur leurs attentes, mais aussi sur voilà, qu'est-ce qu'ils disent de leur pédagogie, de l'enseignement en architecture ici dans cette école, voilà, de vous imprégner un peu de ce qui se passe ici. Bonjour, question pour l'entretien. Il est obligatoirement en présentiel ou du distanciel est envisageable? Donc distanciel uniquement pour les candidats qui n'habitent pas en France continentale, c'est-à-dire candidats ultramarins ou qui habitent en Corse ou qui seraient basés à l'étranger. Là, c'est possible en distanciel. Mais sinon, c'est du présentiel. Par contre, vous aurez, si vous candidatez dans plusieurs écoles, il y a les entretiens, beaucoup d'écoles vont programmer, ont sans doute programmé leurs entretiens ce jour-là, parce qu'en fait, avec le calendrier Parcoursup, on n'a pas tellement de possibilités. Et dans ces cas-là, vous avez la possibilité de choisir votre créneau. Hein, donc pour... Excusez-moi, je te passe le micro après. J'ai pas compris votre réponse de tout à l'heure par rapport aux notes. Il y a des écoles qui notent très sévèrement, d'autres moins. Des lycées, vous voulez dire? Des lycées, pardon. Oui. Voilà. Et comment vous pouvez faire le choix que de prendre que la moyenne de l'élève, alors que peut-être la classe elle est surnotée ou sous-notée par rapport à l'exigence du lycée? Est-ce que vous prenez vraiment le classement est-ce que vous prenez le classement dans la classe ou pas du tout? En fait, ça c'est vraiment un choix de l'école de ne pas prendre en considération l'établissement d'origine. Je ne parle pas d'établissement, au moins dans la classe. Oui, mais même ça. Même ça. Ouais, voilà. Ok. Oui, tout à fait. C'est comment pour les DNMAD si on veut faire une passerelle ou si on veut pour noter pour nos notes, parce que nous c'est des compétences, c'est pas vraiment des notes et c'est des compétences qu'on valide. Alors oui, les DNMAD de toute façon ce sera plutôt une entrée par équivalence sans passer par Parcoursup. Tout dépend où vous en êtes du DNMAD, mais si vous l'avez obtenu, enfin voilà, c'est une entrée par équivalence. Et dans ces cas-là, vous allez voir, ça se passe via Taiga, c'est notre logiciel. Là, il faut aller sur Internet. Vous verrez, c'est en ligne via notre logiciel Taiga. C'est jusqu'au 15 février que vous pouvez déposer votre demande d'équivalence. C'est des passerelles de quelle année? Alors, donc là, pareil, en fonction de votre dossier, il n'y a pas d'automaticité. En plus, c'est une commission d'enseignants qui regarde ces demandes d'équivalence. Donc là, je vais vous donner juste à titre indicatif, mais en fonction de où vous en êtes dans les études, votre dossier, etc., vous serez repositionné en L2 ou en L3 ou voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire, vous ne redémarrez pas à la L1. Mais là, je ne m'avance pas plus parce que chaque dossier est étudié séparément. Et vous avez donc jusqu'au 15 février et les réponses, c'est fin mai pour les demandes d'équivalence. Et du coup, si on fait l'entretien en distanciel, là, on a le droit d'avoir un portfolio numérique ou toujours pas? Oui. Bonjour,
je voulais savoir si les élèves en technologie, ils avaient autant de chances de rentrer que les élèves en filière générale. En tout cas, oui, on n'a pas de critères sur le... Donc, il y a des étudiants qui entrent à l'école aussi qui étaient en filière technologique. Pour le double cursus architecte-ingénieur, le processus de sélection est sur entretien, enfin dossier et entretien, c'est le même ou il se passe dans les deux établissements? Alors, Archi-Ingé, il va y avoir d'ailleurs une conférence, c'est juste après, je crois. Attendez, je regarde. Parce que du coup, ils vous en diront plus. Oui, à 16h30, il y a une conférence là-dessus. Mais en tout cas, c'est le même processus. Il y a d'abord un examen des dossiers. Donc là, par contre, il faut au moins une spécialité, soit maths, soit physique. Et ensuite, il y a des entretiens qui auront lieu du 28... Enfin, voilà, il y a une première phase de sélection et les candidats retenus auront un entretien d'une quinzaine de minutes avec un ingénieur, un architecte. Et ces entretiens auront lieu entre le 28 avril et le 20 mai. Là, par contre, donc j'ai pas trop en tête, mais les exigences sont plus importantes en termes de notes. C'est un double cursus. Faut vraiment, c'est des études du coup basées et il y a des cours ici et dans notre école partenaire à Arcueil. C'est très lourd. Attention aussi pour ce double cursus. Notre partenaire, le SITC, est une école privée. Donc au niveau des droits d'inscription, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais pour les droits d'inscription, les écoles d'architecture sont des écoles publiques. Nos droits d'inscription s'alignent sur les droits à peu près d'inscription à l'université. Donc ils sont définis chaque année. À titre d'indicatif, l'année dernière, c'était 384 € par an pour la licence. Les étudiants boursiers sont exonérés de ces droits d'inscription. Pour le double cursus architecte-ingénieur, il y a à payer donc ces droits d'inscription de 384 € qui évolueront peut-être. Chaque année, ça peut évoluer un peu, mais pas non plus. Bon. Et par contre, l'école partenaire, c'est environ 5 000 € par an. Voilà. Et comme c'est une école privée, il y a un système de bourse interne à l'école, mais ce n'est pas le système de bourse avec le Crous, etc. Donc il faut avoir quand même cette donnée en tête. Excusez-moi. Si la phase dossier n'a pas pu être passée pour les notes du deuxième trimestre, est-ce que vous regardez les notes du troisième trimestre? Attendez, je n'ai pas du tout entendu votre question. J'ai demandé si les notes du deuxième trimestre n'ont pas pu être suffisantes pour la phase dossier. Est-ce que vous regardez les notes du troisième trimestre? Là, vous êtes en terminale? Oui. Non, du coup, on va regarder les notes qui sont disponibles au moment de la clôture, enfin au moment où on examine le dossier. Alors peut-être une dernière question, puisqu'après nous avons une conférence, enfin des questions-réponses sur le double cursus Archi-Ingé. Juste pour les 5 000 € par an du double cursus, c'est pendant 7 ans? C'est 6 ans, hein, le double cursus, c'est 6 ans. Okay. Et oui, il me semble, oui. Mais du coup, voilà, bonne transition pour... Après, on est disponible s'il y a d'autres petites questions spécifiques, soit moi, soit les stands d'admission en bas. Merci, à bientôt, j'espère. Merci à tous. On va enchaîner avec la session questions-réponses concernant le double cursus architecte-ingénieur. Bienvenue, on va commencer cette session de questions-réponses sur la thématique double cursus architecte et ingénieur. Avant, je vais juste vous donner deux petites infos générales. Ça, c'est le programme, il est disponible à l'accueil dans le hall. Si vous ne l'avez pas encore, passez le chercher. Vous aurez toutes les informations sur la journée, toutes les expositions et leurs lieux au fil des 7 étages du bâtiment. Et puis ici, hyper important, un QR code qui vous emmène vers un mini questionnaire de satisfaction et surtout, vous pouvez laisser vos coordonnées pour être informé de la programmation culturelle, expo, conférences de l'école.
Ça vous permet de venir assister à ces conférences et voir les expos et ça vous aide à préparer les entretiens du 17 mai éventuellement. Ceci aussi est disponible à l'accueil, la plaquette de présentation des formations et des enseignements via ce QR code. Et enfin, le bonus, un petit marque-page sur la taxe d'apprentissage qui est un impôt obligatoire. On peut sélectionner l'établissement auquel on le verse. On vous remercie par avance. Je laisse la parole à Marion Merliot et Nathalie Hébréard, respectivement directrice et adjointe de la direction des études, qui vont faire une petite présentation du double cursus et répondre à toutes vos questions. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'école. Je pense que vous avez déjà peut-être eu l'occasion de visiter un peu l'école. Donc, pour vous présenter le double cursus architecte-ingénieur, donc sa particularité, c'est qu'il est organisé sur 6 ans. Donc, avec dès la première année des enseignements en architecture. Pardon, et en ingénierie. Donc la grande particularité, donc justement, c'est que pour pouvoir tenir ce rythme sur 6 ans, la prépa intégrée de l'ESTC donc est réorganisée pour être organisée sur 3 ans au lieu de 2, comme la plupart des écoles des prépas, et que nous, notre première année, on va l'organiser sur 2 ans au lieu de l'organiser sur 1 année. Donc pour que vous ayez en tête un peu sur l'organisation type, quand on dit ça, ça veut dire que sur une même semaine, il y a 2 jours qui seront à l'ESTC en première année, donc le lundi et le vendredi, et 2 jours et demi à Val-de-Seine, donc le mardi, le mercredi et le jeudi matin, avec le jeudi après-midi libéré tout au long du cursus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que dès la première année, donc c'est un rythme particulier, un groupe dédié, donc pour une promo d'environ 35 étudiants. Et dès la 2e année, ces étudiants du double cursus intégreront l'enseignement de projet du cursus architecte. Donc dès la 2e année, et donc tout au long du cursus, ils accéderont aux mêmes enseignements de projet que les autres. Sur les cours magistraux, dès la première année, ils sont intégrés à la formation architecture, donc pour les enseignements plus théoriques comme l'histoire, la théorie de l'architecture, la sociologie. Donc c'est ces enseignements un peu, ces disciplines qui concourent au projet d'architecture. Attends, excusez-nous. Je vais faire ça. Ça devrait être mieux. Qu'est-ce que peut-être que vous avez des questions qui permettront peut-être d'alimenter la présentation. Monsieur Fléchel, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, les professeurs, souvent, ils nous disent que les appréciations sont importantes, limite autant que les notes. Quelle importance vous donnez aux appréciations, justement, des professeurs? Alors, dans le cadre du cursus architecte-ingénieur, en fait, c'est la totalité du dossier qui va être examinée. La lettre de motivation, les notes, les appréciations, et peut-être également votre classement dans votre classe, votre rang, quoi. En gros, ça permet un peu de lisser les inégalités d'un lycée à l'autre. Quelles sont les spécialités qui sont recommandées que vous recommandez pour faire le cursus, et est-ce que c'est une option, c'est ça maintenant, l'option maths experte est recommandée aussi ou pas? Alors en fait, ce qui est recommandé par le CITC, en tout cas au moins au niveau de la première, c'est d'avoir suivi deux spécialités scientifiques et une comme vous voulez, et en terminale, c'est maths ou physique. Après, c'est les deux, c'est très bien, mais en tout cas, c'est recommandé. Voilà, c'est pas a priori imposé. C'est une autre option. Oui, ça maths, c'est des mathématiques, quoi. Ben, c'est un bonus, en fait. Voilà, c'est un bonus. C'est pas requis, c'est pas imposé, c'est un bonus. Après, ils vous disent que c'est recommandé, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CITC, c'est quand même une prépa intégrée. Donc ça veut dire que c'est très exigeant en termes de maths et de physique. Donc ça veut dire que si jamais vous n'avez pas suivi maths ou physique en terminale, ça veut dire qu'il y aura peut-être du retard à rattraper. Donc soit vous le faites de façon anticipée à l'été avant d'être admis à l'école,
ou bien ça veut dire qu'il faudra fournir beaucoup de travail, encore plus peut-être. Voilà, au moment de la première année au moins. Bonjour, c'était pour savoir s'il y avait des systèmes d'aide pour le financement pour les années. Ah oui, alors ça du coup c'est important, c'est qu'en fait quand vous êtes admis dans le double cursus Archi-Ingé, vous êtes étudiant dans les 2 établissements. Donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire et payer les droits d'inscription dans les 2 établissements. Donc pour ce qui est de l'école de Paris Val-de-Seine, au niveau de la première année en licence, les frais d'inscription sont de 384 €. Et pour le SITC, c'est de l'ordre de 5 000 € par an. Pour les boursiers sont exonérés des droits d'inscription à Val-de-Seine et peuvent... voilà. On est public. Et pour le SITC, il y a des systèmes de bourse qui peuvent exister, donc qui peuvent vous permettre d'avoir des droits d'inscription réduits. Ce ne sera jamais une exonération totale, mais c'est des droits réduits. Je pense que ça répond à votre question. Ça, c'est le SITC en fait qui est en fonction au cas par cas pour vous répondre. J'en profite pour vous dire que le SITC organise ses portes ouvertes la semaine prochaine, le 8 février. Donc pour toutes les questions plus techniques ESITC, donc plus ingé, contenu des enseignements, physique, maths, c'est plutôt eux qui seront plus à même de répondre que nous. Oui, bonjour. Une question. Alors, je voulais savoir en fait quelles étaient les notes à peu près ou la moyenne qu'il fallait avoir pour rentrer dans le double cursus architecte-ingénieur. La moyenne dans les spécialités et la moyenne en général. Après, là, donc, techniquement, c'est plus le SITC qui va gérer, on va dire, l'analyse des dossiers. Ils disposent de leur propre algorithme. Après, je pense qu'il faut un bon dossier scolaire au global. Parce qu'en fait, ce double cursus en particulier, il est très exigeant en termes de charge de travail, en termes d'investissement et en termes de motivation. Donc en fait, un élève qui a un bon dossier aura plus de chances de réussir. Mais après, pour les questions de seuil de moyenne, on n'a pas les éléments. C'est le STC qui saura mieux que nous vous dire à quel seuil, par exemple, de moyenne. Mais je pense que c'est plus subtil que ça parce qu'ils intègrent également tout ce qui est lettres de motivation, appréciation. Donc en fait, je pense que ça va au-delà des résultats scolaires. C'est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus global comme analyse que juste les notes. Pour le double cursus, je voulais juste avoir une précision au niveau de Parcoursup. Il faut s'inscrire soit chez vous ou soit dans l'école d'ingénieur de Cachan. Comment ça se passe? C'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre? En fait, vous entrez soit via le SITC dans Parcoursup, soit via l'ENSA PVS, mais vous arrivez au même endroit. Il y a 2 entrées pour postuler à la première année Archi-Ingé. Mais le critère de sélection, si on rentre par votre école, c'est vous qui faites le critère qui sélectionnez pour le double cursus ou c'est Cachan? C'est plutôt eux qui sont sur l'étape initiale d'examen des dossiers mis en ligne dans Parcoursup. Après, on se concerte, voilà, on valide leurs propositions, mais c'est plutôt eux qui ont cette responsabilité-là. Et après, sur l'organisation des entretiens de motivation, ça se fait conjointement. D'accord. Et est-ce qu'il est possible, j'ai une dernière question, est-ce qu'il est possible, au cas où on est refusé en double cursus, d'être accepté en architecte? Alors c'est possible, mais sous réserve que vous ayez formulé un vœu en archi et un vœu en AG. En Archi-Ingé. Oui, c'est une autre procédure. C'est une autre procédure. C'est 2 vœux distincts en fait. Vous avez un vœu pour le cursus architecture et vous avez un autre vœu pour le cursus architecte-ingénieur. C'est possible alors. Voilà. Ça veut dire que le dossier est examiné 2 fois. D'accord. Oui. Bonjour. Je voulais savoir, comme c'est à peu près bac plus 10, on va dire, 2 fois bac plus 5, et que c'est réduit à 6 années, comment ça se passe au niveau du parcours des étudiants durant les 6 années? Est-ce que c'est vraiment des travaux forcés ou comment c'est? Alors en fait, il y a déjà un système d'équivalence, ça veut dire qu'il y a des enseignements qui sont dispensés à l'ESITC que nous on reconnaît en équivalence, ce qui fait que ça allège en fait le cursus, on va dire classique de Val-de-Seine. Je vais prendre un exemple très simple, l'enseignement des langues. Normalement, nous, on en propose un également, mais du coup, on va reconnaître équivalent l'enseignement de langue qui va être dispensé à l'ESITC. Donc, ça veut dire que c'est des cours qui ne devront pas suivre chez nous. Et plus précisément, par exemple, sur la première année, nous, on propose des cours de construction
qu'en fait, on va dispenser ces étudiants-là dans le double cursus ne suivront pas parce qu'on estime qu'ils obtiendront l'équivalent avec le CTC. Donc en fait, c'est vrai que ça reste dense. Après, je pense que ils survivent. Les étudiants. J'en profite aussi pour vous dire qu'ils sont présents, les étudiants du double cursus, en salle expérimentation au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si certains, vous les avez déjà rencontrés. En tout cas, je pense que c'est les plus à même à vous parler de la charge de travail, du niveau exigé en maths, en physique, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, je pense, de part et d'autre sur ces questions-là. Et aussi sur la question, peut-être, d'avoir un logement plus ou moins proche de l'une ou de l'autre. Enfin, voilà. Donc, ils pourront mieux vous répondre peut-être que nous sur ce type de questions. Il y avait une question juste devant, je crois, de madame, et une question de monsieur juste ici. Bonjour, je voudrais savoir combien sont pris à l'oral en fait. Alors sur à peu près, il y avait 900 candidatures l'année dernière. Dans les 900 000, et il y a eu 200 candidats convoqués à l'entretien pour 35 places in fine. Merci. Oui, je voulais savoir, en fait ici, ça va être des ingénieurs architectes ou des architectes ingénieurs? Alors j'ai eu plusieurs fois cette question aujourd'hui. Pour moi, c'est les deux. Il n'y a pas d'ordre en fait. C'est pas parce qu'on met un archi en premier qu'ils seront plus archi qu'ingénieurs, parce qu'en fait, on a vraiment un cursus équilibré, que ce soit au niveau des ECTS. Peut-être que ça, on l'a pas dit, mais en fait, chaque année, les étudiants ils vont valider 70 ECTS au global pour la validation des 2 diplômes, donc 45 par école. Donc il y a vraiment un équilibre, on va dire, parfait entre les deux dimensions. Et en fait, l'ordre n'a pas de sens. C'est pas vraiment un site d'appartenance, parce qu'en fait, dans beaucoup de double cursus, soit il y a un mode d'entrée, on va dire, archi, ou un mode d'entrée ingé. Du coup, c'est soit des ingénieurs architectes, soit des architectes ingénieurs. Et en fait, pourquoi je demande ça? C'est parce qu'en cas de, j'allais dire, d'abandon en cours de cursus, est-ce qu'il est possible de récupérer soit la voie archi, soit la voie ingénieur? Et dans ce cas-là, laquelle est privilégiée? Alors en fait, on a conçu la formation et le double cursus de façon à ce qu'à n'importe quel moment du cursus, les étudiants puissent réintégrer soit l'un, soit l'autre, indifféremment, selon leurs orientations à eux et selon qu'ils se sentent le plus mieux dans l'une ou dans l'autre. Enfin, il n'y a pas de dominante en fait, c'est vraiment l'équilibre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui. Ah oui, enfin, en gros, là, si vous voulez un ordre d'idée, sur les 35 qu'on avait l'année dernière, on a dû avoir 2 abandons et on a dû avoir 2 orientations en archi et 2 en ingé. Voilà, et 2 redoublements. Je voulais savoir, du coup, vous avez dit qu'il y avait des abandons. Est-ce que c'est possible, du coup, de réintégrer le double cursus si on a commencé par architecte ou par ingénieur? Alors ça, par contre, c'est pas possible pour la simple et bonne raison qu'on adapte le rythme de nos attentes. Les ingés, en gros, ils font sur 3 ans ce qu'ils feraient en 2 ans normalement. Nous, on fait en 2 ans ce qu'on ferait en 1 an normalement. On ne peut pas avoir d'intégration en cours de cursus. Pardon. Du coup, vous parliez de redoublement. Comment ça se passe? Parce qu'on peut redoubler un et pas l'autre. Comment ça se passe? Alors en fait, la validation, enfin le redoublement, en fait, on est en concertation avec le CTC. Ça veut dire que à chaque fin de semestre et de l'année, on fait un point donc sur les situations des étudiants. Bon, ceux qui ont tout validé, il n'y a pas de sujet. Et après, bon, ceux qui seraient plus en difficulté, on se concerte avec le CTC et on se met d'accord sur est-ce qu'on autorise ou pas l'étudiant à redoubler. Sachant que les exigences que ces CTC sont plus élevées que les nôtres. Ça veut dire que nous, comme on est un établissement public, de droit, un étudiant a le droit de redoubler. Mais il y a quand même des exigences du côté du partenaire, notamment au niveau de maths et de physique, qui peuvent faire que nous, on admettrait l'étudiant à redoubler, mais le SITC ne l'accepte pas. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des relations avec les autres écoles qui proposent un double cursus? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Parce qu'en fait, on est toujours en contact avec nos homologues ENSA. D'accord. Ça, oui. Mais vous parliez plutôt en termes de quoi? De transfert? Ça veut dire oui, en termes de transfert. Et puis même les étudiants. Est-ce que, éventuellement, avec Belleville, Versailles, est-ce qu'il y a des connexions Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de la question. Pour ce qui est des transferts, en cours de cycle, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'en fait,
même si on a toutes des cursus archi-ingé, ils ne sont pas équivalents. Ça veut dire que les acquis qu'ils vont avoir chez nous ne seront pas forcément transposables dans les acquis d'une autre école qui proposerait un cursus architecte-ingénieur. Donc, il y a pas de, on peut faire, au niveau de l'archi, on peut faire des transferts entre écoles à niveau équivalent, mais au niveau du cursus architecte-ingénieur, actuellement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout au long de la formation, il y a des stages. Et en fait, quand on revient des stages, comment ça se déroule? On doit faire un rapport, un oral? Alors en fait, effectivement, tout au long de la formation, il y a des stages. En fait, c'est tous les étés. Tous les étés, vous aurez un stage à effectuer. Les modalités de validation du stage, en fait, elles dépendent... En gros, vous allez valider des stages pour nous, pour l'archi, des stages pour l'ingé, et en fait, chaque école fixe un peu ses modalités de validation de rapport de stage en tout cas. Pour ce qui est de Val-de-Seine, donc il y a un stage en commun qui est le stage ouvrier. Donc là, ça se fait sous forme de rapport, c'est au niveau de l'USTC. Et après, il y a deux stages, donc un qui est le stage de première pratique, qui est un stage en agence, et le stage de formation pratique qui est un peu plus large, puisqu'il doit peut-être mieux vous permettre de mieux définir votre projet professionnel, donc il y a un stage de 2 mois. Et alors ça, comme pour les stages de Val-de-Seine, donc la validation requiert un rapport de stage et une fiche de validation. Donc la fiche de validation, il y a une partie appréciation de l'entreprise et du coup l'évaluation de l'enseignant, de l'école. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une accréditation CTI sur ce double cursus ingénieur. Vous voulez savoir s'il y a une habilitation de la CTI? Oui, sur le double cursus. Et j'ai une deuxième question. Pour les ANSA, quand on va sur Parcoursup et qu'on met ANSA, ça compte pour un choix et on peut après sélectionner plusieurs ANSA, ou ça compte pour plusieurs choix? Je suis désolée, je n'ai pas bien entendu, j'entends pas bien, je crois. En fait, c'est un vœu par ANSA. Voilà, c'était ça le sens de la question. Et on n'a pas... Je sais pas. Oui, on va revenir un peu en arrière parce qu'on ne sait plus si on vous l'a dit ou pas, comme il y a plusieurs moments d'échange. Dans le cadre du double cursus, l'étudiant qui valide tout, il obtient en fait à la fois les diplômes de l'ENSA Paris-Val-de-Seine et les diplômes de l'ESTC. Donc c'est vraiment l'obtention du double diplôme à terme, à la fois diplôme d'ingénieur et le diplôme d'état d'architecte. Et pour revenir à la question de l'accréditation habilitation, nous on est en phase d'accréditation. Là, c'est programmé au printemps pour la période 2025-2030. Mais donc pour les diplômes délivrés par l'école d'architecture, donc le diplôme d'études en architecture qui confère le grade de licence, puis le diplôme d'état d'architecte qui confère le grade de master. Et pour l'ESITC, ils sont en phase, là, actuellement, je crois que c'est la semaine prochaine que la CTI va les rencontrer, donc pour l'accréditation de leur diplôme. Le renouvellement, parce qu'ils le sont déjà, mais ça se renouvelle tout par période de 5 ans. Donc, parce que du coup, si j'ai bien compris, les accréditations CTI, c'est par formation, par organisme. Donc c'est pour ça que je vous demandais si dans le cadre du double cursus, le STI avait bien le CTI. C'est par diplôme en fait, donc c'est le diplôme de l'ESITC. Bonjour. On avait une question sur la mobilité internationale. Est-ce qu'il y en a durant le parcours de formation sur les 6 ans? Oui. Alors ça, je l'ai dit en conférence tout à l'heure, mais je crois qu'on ne l'a pas redit là en intro aussi. Donc, dans les choses à noter sur les spécificités de la formation, donc c'est 11 mois de stage au total. Donc, les stages peuvent aussi se faire éventuellement à l'étranger. Et il y a un semestre obligatoire de mobilité internationale qui se situe au cours de la 5e année. Donc on n'a pas encore le retour d'expérience, on est en train de continuer de monter des partenariats pour développer le nombre de places à l'étranger, mais c'est prévu. Ouais. Et c'est le cas, je crois, pour les formations d'ingénieurs en général, ce qui n'est pas le cas en architecture où c'est optionnel. Alors je sais pas si cette question a été posée.
Concernant les frais d'inscription sur le double cursus, comment ça se passe entre une école publique et une école privée? Alors en fait, les étudiants sont inscrits dans les deux établissements. Donc il faut s'acquitter d'une part des frais d'inscription ici à Val-de-Seine et d'autre part sur des frais d'inscription à l'ESTC chaque année. Donc les frais d'inscription côté ESTC sont définis par l'ESTC dans le cadre de leur process, et pour ce qui concerne Val-de-Seine, ce sont les frais d'inscription qui sont définis chaque année par arrêté ministériel et qui s'appliquent à l'ensemble des écoles d'architecture. Donc là, en l'occurrence, cette année, c'est 384 €. Ça sera certainement quelques euros de plus pour l'année prochaine, mais on n'a pas le montant exact. Concernant l'université étrangère, donc le semestre qu'on doit passer là-bas, excusez-moi. Du coup, c'est une université étrangère en collaboration avec le cursus ou simplement on peut la choisir sur des démarches? Alors en fait, l'idée c'est de vous envoyer dans des établissements avec lesquels on est déjà partenaire et de vous envoyer plutôt dans surtout c'est plutôt des pays qui ont déjà en fait cette culture archi-ingé. Donc notamment il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, les pays du Nord, il y a les Polytechnico en Italie. Mais dans un premier temps, on va probablement devoir créer d'autres partenariats, mais en tout cas, on a déjà en fait dans nos partenaires déjà des établissements qui permettraient cette mobilité-là. Oui, bonjour. En fait, c'est en complément avec la question des universités à l'étranger. Donc, du coup, ça se fait soit avec les universités partenaires, mais ça peut aussi se faire en dehors s'il y a un des pays où on souhaite un pays en particulier. Non, il n'y a pas de... Il faut que ce soit dans le cadre d'un partenariat, mais s'il y a un étudiant qui arrive avec un partenariat clé en main, j'ai trouvé l'établissement qui m'accueille et qui coche toutes les cases qu'il vous faut pour vous et pour le STC, pourquoi pas, mais... Ok, merci. L'école ne peut pas être libre, en tout cas, il devra être validé par les deux États, par nous et le STC. En tout cas, le choix de l'université ne peut pas être libre dans le sens où il faut que le programme pédagogique soit validé par les deux établissements. On vérifie que ça coche bien les cases de ce qui est attendu sur ce semestre-là. Oui, concernant l'apprentissage des langues, est-ce qu'il y a des cours qui sont en langue étrangère, en anglais, qui sont délivrés lors du cursus? Alors en fait, le STC prévoit les deux langues vivantes. Ce sera possible peut-être en projet, mais ce ne sera pas obligatoire. En fait, on a toujours des enseignements qui sont partiellement en anglais, parce qu'on on accueille des étudiants en mobilité entrante. D'accord. Parce qu'en fait, en gros, les étudiants du double cursus seront accueillis dans les mêmes structures de projets, de séminaires que les autres. Et donc, en fait, c'est plutôt au niveau de l'enseignement de projet qu'on aura des enseignements qui pourraient être partiellement en anglais. Mais on ne proposera pas d'enseignement intégralement en anglais. Cette offre-là, elle est plutôt réservée au master et plutôt aux étudiants qui arrivent en mobilité. Quand vous dites partiellement, ça veut dire à l'oral, mais pour la rédaction, ça reste du français, la restitution? Ça veut dire que les enseignants sont capables de parler anglais et sont capables de faire une correction en anglais, etc. Je voudrais juste revenir sur la partie admission. Vous disiez qu'en fait, dans Parcoursup, on rentre soit via le SITC, soit via l'ENSA et on demande le double diplôme. Mais est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce que ce sera 2 vœux ou est-ce qu'on se gâche un vœu? Je reformule pour voir si j'ai bien compris votre question. C'est est-ce qu'on peut candidater au double cursus architecte-ingénieur à la fois en passant via l'USITC et à la fois en passant via l'ENSA-PVS pour avoir 2 chances? Ou pas? En fait, on ne peut pas parce qu'en fait, c'est 2 portes d'entrée vers le même endroit. C'est juste que eux et nous accédons au même dossier de candidature. Voilà, donc c'est un vœu. Par contre, vous pouvez faire un vœu là, un vœu pour ingé et un vœu pour archi.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous. On va enchaîner avec une session questions-réponses sur les équivalences. Pour ceux que ça intéresse, restez. Pour les autres, bonne visite, profitez bien. Ça s'enchaîne. Ah bah oui, tu mets le... Au revoir, je vous en prie. Au revoir, au revoir, au revoir. Bonjour à tous, merci d'être présents. Avant de commencer cette session questions-réponses sur la thématique des équivalences, je vais vous donner 2-3 petites informations. Ça, c'est le programme. Il est disponible à l'accueil dans le hall en bas. Le programme, il vous donne évidemment tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, notamment toutes les expositions au fil des 7 étages du bâtiment. Et puis là, un QR code qui vous permet de remplir un mini questionnaire de satisfaction, mais surtout de laisser vos coordonnées de façon à être informé de la programmation culturelle. La programmation culturelle de l'ENSA Paris-Val de Seine, c'est quoi? Ce sont des conférences et des expositions auxquelles vous pouvez assister. Vous êtes invité à y assister et cela vous permet par exemple de préparer votre entretien du 17 mai pour vous aider à le préparer, quoi. Vous aurez également à l'accueil ce flyer qui est la plaquette de présentation des enseignements des formations. Via ce QR code, vous accédez à l'ensemble des informations. Et puis le bonus, le flyer taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage, c'est un impôt obligatoire qui est dû par les entreprises et les entreprises peuvent choisir à qui elles l'attribuent. Donc voilà, il vous suffit maintenant que vous le savez de choisir l'ENSA Paris-Val de Seine. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Nathalie Ébréard qui est directrice des études, et à Charles-Albert de Beauvais, qui est enseignant, qui vont donc vous parler des équivalences et surtout répondre à vos questions. Merci. Bon, moi, si vous avez des questions. Juste repréciser le sujet du moment. En fait, c'est pour répondre à vos éventuelles questions concernant les possibilités d'intégrer le cursus des études en architecture en cours de formation, c'est-à-dire au-delà de la première année. Donc ça s'adresse plutôt à des étudiants qui sont déjà engagés dans un cursus et qui souhaitent éventuellement se réorienter en architecture. C'est ça le sujet de ce moment-là.
Oui, pardon, excusez-moi. Juste peut-être une petite parole générale. On accepte, en gros, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, tous les cursus nous intéressent. On est une école, je dirais, assez curieuse. Donc, que ce soit des gens qui ont des BTS, design espace, des gens qui ont des BTS de génie civil, des gens qui ont des licences ou masters d'urbanisme, d'art plastique, de géographie, etc., etc. Moi, simplement une remarque tout aussi générale. Je pense que si vraiment l'architecture vous intéresse, peut-être ne pas aller trop haut dans le grade universitaire que vous avez choisi. Pourquoi ? Parce que il y a quand même des fondamentaux en architecture qu'on ne vous apprend pas, même si vous avez un master dans une autre discipline, ne serait-ce que l'urbanisme, la construction, pour ne citer que cela. Mais c'est suffisamment important pour que vous soyez, je dirais, cranté un peu plus bas que si vous venez simplement avec une licence ou un BTS. Je ne sais pas si je suis clair. Oui ? Oui ? Bonjour. Ah, pardon. Je voulais savoir quelles sont justement les différentes étapes pour arriver jusqu'à la sélection de l'équivalence et comment en fait choisir le bon grade par rapport à notre diplôme ou notre niveau. Alors, les différentes étapes, il y a un dossier à fournir, un dossier qui comprend un book avec ce que vous avez fait et qui peut être aussi libre et ouvert. Si par exemple vous avez fait, enfin j'ai eu le cas tout à l'heure dans le hall, quelqu'un qui avait je sais plus si c'est une licence de géographie. Bon, forcément, elle n'a pas fait des exercices d'architecture, évidemment, mais elle peut être sensibilisée au dessin, au carnet de croquis, à la photo. Donc, vous pouvez mettre ça. En plus de ce book, il y a un CV que vous venez insérer dedans avec une lettre de motivation qui est toujours intéressante à lire. C'était quoi après Et après, comment justement savoir quel niveau on va pouvoir réussir, enfin, soit intégrer la L2 ou un M1, je sais Alors pas. les niveaux, ça va dépendre des formations que vous avez faites et jusqu'où vous avez été dans la formation. C'est pour ça que si on prend et les résultats obtenus, oui, parce qu'il y a quand même une commission qui fait une sélection. Il ne faut pas croire que la sélection soit beaucoup plus facile que les primo-entrants. On a aussi beaucoup de demandes et je dirais peu de places. Le peu de place varie autour d'une dizaine, je dirais, par année, parce voilà, l'idée, c'est pas qu'on soit l'arrière-chambre des écoles de design ou de décoration. Oui, la licence de géographie, c'est plutôt L2. En l'occurrence, l'étudiante, oui, en question, était prête à reprendre en première année parce qu'elle disait, bon, moi, je ne sais pas faire un plan, je ne sais pas beaucoup dessiner. Donc voilà, après, de façon générale, moi, je pense qu'il faut pas vouloir brûler les étapes. Le métier d'architecte, je le compare souvent au médecin. Vous amusez pas à sauter une spécialité juste parce que ça vous embête ou parce que vous voulez aller plus vite. Donc il faut essayer de bien se former. Bien se former, c'est bien maîtriser un certain nombre de disciplines, d'outils. Et pour ce faire, parfois il faut prendre le temps. Et donc il vaut mieux viser un cran plus bas que de vouloir absolument avoir une équivalence totale, c'est-à-dire vous êtes en 3e année, vous voulez rentrer en 4e année puisque vous avez déjà votre licence et rentrer en master. D'abord, ça ne sera pas possible. Et en plus, il vaut mieux légèrement se sous-estimer, mais de façon à apprendre les choses à votre rythme. Je donne toujours cet exemple qui m'avait frappé il y a quelques années. Il y avait un étudiant russe qui avait un diplôme d'ingénieur en nanotechnologie. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Il nous a fait un book et il souhaitait venir en première année. Dans ce book, il y avait des photos juste incroyables, des dessins, parce qu'en plus, il savait dessiner.
une lettre de motivation. À l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour vous rédiger le truc. On sentait que ça venait de lui et que le type, c'était juste incroyable. Il est rentré à l'école. À l'époque, je présidais la commission. On l'a expressément mis en deuxième année compte tenu de son niveau général. Il a fait une scolarité époustouflante en naviguant d'un groupe à un autre. Il a fait un Erasmus en Italie, donc il parlait russe, anglais, français, italien. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il ne travaille pas chez LAN Architecture, enfin donc un mec brillantissime. Donc, mais sans avoir la prétention de vouloir brûler les étapes. On a aussi le cas de figure alors je les cite comme ça, mais c'est des Coréens qui, pareil, ils sont diplôme de paysage, une licence d'urbanisme, qui ont déjà travaillé, gagné des concours à gauche, à droite, et puis qui s'inscrivent, qui viennent chez nous en deuxième année. L'idée, c'est de se faire une tête bien faite. Et donc, il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Et il vaut mieux sortir la tête haute avec tout le bagage. Comme je dis souvent, dans les agences, on vous reconnaîtra. Parce que si vous avez déjà un bagage, que ce soit en géographie, en histoire, en design graphique ou design espace, on saura vous utiliser dans l'agence, à la fois en tant qu'architecte et même ingénieur. On saura vous utiliser dans l'agence en tant qu'à la fois architecte, plus ce petit bonus que vous aurez acquis dans les préambules de vos carrières d'études. Bonjour. J'avais une question. Là, vous décrivez une entrée sur dossier, donc avec une sorte de parcours parallèle. Mais est-ce que c'est possible de déposer un nouveau dossier Parcoursup après une année de licence, par exemple? Oui. Et dans ce cas-là, comment sont évalués les étudiants C'est pour moi. Oui, parce que là, du coup, c'est une question Parcoursup. Ouais, d'accord, c'est pas une équivalence. Ceux qui postulent à l'entrée en première année en ayant fait autre chose après le bac. Ouais. Voilà, donc c'est quand même un tiers à peu près des candidatures, donc c'est beaucoup, ça concerne beaucoup de monde. Évidemment, pour ces candidats-là, on ne va pas continuer d'aller chercher les résultats de première et de terminale, on passe à autre chose. Donc pour eux, on regarde la moyenne générale obtenue au bac. Et s'ils sont inscrits dans leur formation post-bac dans une formation diplômante de l'enseignement supérieur, on va regarder aussi les résultats qu'ils ont obtenus dans ce cadre et on va retenir la note la plus favorable pour le candidat. Par exemple, le candidat qui a eu 12 au bac de moyenne générale et ensuite il s'est inscrit en première année en géographie. Je ne sais pas pourquoi je reviens encore sur l'exemple de la géographie, voilà. Et ça marche très bien, mais c'est Archie qui veut faire, mais donc ça marche très bien, il a 15 de moyenne. On retiendra le 15, ce qui lui donnera accès à l'entretien de motivation comme les autres candidats qui sont en terminale. Merci. Tu savais tout ça? Ouais. J'ai mon anti-sèche. Ah, ok. Bonjour, ce serait par rapport aux modalités d'admission. Sur le site, il est visible que le dossier il doit être transmis en papier avec un faisant foi par courrier. Oui, en parallèle, il y a dossier papier et dossier informatique, oui. D'accord, donc il doit être saisi en ligne et envoyé par la poste. Oui, pourquoi? Parce que de faire que du dossier papier, c'est bien, mais dans la commission, il y a des enseignants qui sont pas forcément prêts à passer une journée ou une demi-journée sur site avec le dossier papier. En revanche, il y en a d'autres aussi qui préfèrent avoir le dossier papier parce que quand on est là entre deux amphis ou deux séances de cours, on arrive plutôt à un rendez-vous avec un étudiant, on peut aller dans une salle dédiée et à ce moment-là regarder le dossier. Donc c'est pour ça. C'est purement pratique. Voilà. Non, derrière toi. Dommage. Bonjour, je voudrais vous poser une question par rapport à l'admission à l'école via la parcelle Taïga. Donc moi, j'ai déjà le diplôme d'architecte et là je suis en master 1 avec l'université de Paris-Cité
donc en partenariat avec un master ici à Paris-Val-de-Seine. Et j'ai postulé en équivalence. Et au fait, je voudrais savoir, j'ai postulé pour le M1, et je voudrais savoir comment que ça se passe en fait. Est-ce que dans le cas où je serais Vous avez un diplôme d'archi d'où? international, je suis d'Algérie. Du coup, c'est pour faire l'équivalence. Du coup, est-ce que je dois reprendre mon cycle de master ou bien je dois du coup reprendre depuis la licence ou Non, a priori, ça sera en master 1. Ok. C'est où? À l'EPO d'Alger? Non, à Oran, à l'université d'Oran. Enfin, je disais EPO, c'est parce qu'on Oui. on a des échanges avec l'EPO d'Alger, mais a priori, vous faites le même dossier que les autres. Enfin, je veux dire, un book, une lettre de motivation, un CV, et on regarde votre dossier et vous pouvez postuler en master 1. Ok, d'accord, merci. Numéro 23. Bonjour, oui, c'était pour la procédure d'admission, donc pour les équivalences. Donc, si j'ai bien compris, vous avez répondu, là, il y avait un dossier papier plus informatique à vous fournir, donc directement à l'école, c'est ça? Oui. Et sur quelle période on doit fournir ça? Alors là, je suis désolé, j'ai pas les dates en tête. Toutes les informations sont sur le site? Oui, normalement, c'est sur le site. D'accord. D'accord. Oui, Oui, enfin, bon, là, c'est pour, c'est dans pas l'année très longtemps. Hein. Enfin, c'est à partir de maintenant jusqu'à, je sais pas quelle est la deadline entre guillemets, mais oui, il faut pas trop traîner. Je dis ça aussi parce que j'ai rencontré des gens dans le hall là qui m'ont posé la même question et il paraît que c'est assez rapide. Oui. Avec le QR code, là, vous accédez à la plaquette, il y a toutes ces informations. Hein. D'accord. Okay. C'est juste que j'ai oublié, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais donc je préfère vous renvoyer vers Okay. la source sûre. D'accord. Merci. Pardon? Le 15 février, qu'on se le dise. Merci. Merci de cette information. Vous êtes à l'administration. Alors j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord, je suis étudiant en première année à l'ESTC Paris, donc l'école avec laquelle vous avez un partenariat pour l'architecture ingénieure. Ma première question, c'est par rapport justement au cursus architecte-ingénieur. Est-ce que c'est possible, après ma première année, d'aller en équivalence directement en deuxième année du double cursus, sachant qu'on a déjà eu des cours en rapport avec l'histoire de l'architecture et le dessin, notamment donné par Monsieur Serwinski, qui, je pense, enseigne ici. Monsieur qui? Serwinski. Non, je connais pas. J'ai cru entendre qu'il étudiait à l'ENSA Paris-Val-de-Seine. J'ai pu me tromper aussi. Ma mémoire... Serwinski. Enfin, je le connais pas. Et alors, je saurais pas vous répondre plus précisément que ça, parce que je n'ai pas très bien compris. En fait, vous avez quoi? Vous avez fait Alors, ma question, c'était si après ma première année à l'ENSA, c'était possible d'intégrer en équivalence... À l'ESCP? Pardon, l'ESTC, pardon. Après ma première année à l'ESTC, d'intégrer le double cursus architecte-ingénieur directement à la deuxième année sans faire la première année. Oui, il va vous manquer du projet. Allez voir dans la salle d'expérimentation là, les projets de première année. Il y a quand même un niveau en matière de dessin, de représentation que je ne suis pas certain que vous le fassiez à l'ESCP. D'accord. Et donc ma deuxième question, c'est que j'ai entendu qu'après les 5 ans de l'ESTC, on pouvait faire la licence d'architecture en 2 ans à la place de 3. Est-ce que c'est vrai? S'il a un diplôme d'ingénieur, est-ce qu'il peut intégrer en N2? Possiblement oui, parce que je pense que, enfin, on a déjà eu des cas de figure d'ingénieurs qui effectivement intègrent en deuxième année. Et juste pour vous dire, enfin pour illustrer mon exemple, on a un partenariat avec Polytechnique. Et Polytechnique, il y a des ingénieurs, enfin on a eu 2 personnes jusque-là qui sont venues. Et dans le cadre de leur 4e année, ils font un semestre en 2e année d'archi et un semestre en 3e année d'archi, et après ils intègrent directement le master.
Donc en fait, ils chantent un petit peu, mais il faut leur donner un minimum les fondamentaux sur le projet, la représentation, etc. etc. Donc j'imagine, après ça dépend des écoles d'ingénieurs. Là on parle de Polytechnique, mais je pense que c'est la même chose avec Centrale et d'autres écoles d'ingénieurs. Après, à voir sur dossier en fonction de ce que vous nous présenterez. D'accord, merci. Bonjour. Juste une question au niveau de l'agenda du jour. Moi, j'avais lu que c'était à 17h la présentation sur le double cursus architecte-ingénieur. Or, là, on semble être dans les équivalences. Oui, absolument. C'était juste. C'était à 16h30 ? C'était le coup d'avant. Mince, hein, parce que c'était marqué 17h. Bon, bref, donc, il y a... Ça doit être une version que vous avez vue. Ouais, peut-être. Certainement. Est-ce que éventuellement c'est enregistré et on peut avoir après l'accès sur le site? Non, mais il y a dans le hall. Il y a le stand pardon, dans le hall jusqu'à 18h. D'accord. Donc vous pouvez interroger. Ah, ce sera rediffusé sur la chaîne. Alors, merci. Merci, Bon, ben messieurs, voilà, dames. vous avez la réponse. Merci. Non. Ils auraient pu me dire j'aurais mis une cravate. Non, ils auraient pu me dire que c'était enregistré, j'aurais mis une cravate. Non, c'était une blague, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Bon, ça va. Bonjour. D'autres questions? Oui, tout à fait, ici. Oui, pardon. Bonjour. Je voulais savoir, donc, pour les équivalences, est-ce que c'est nécessaire de faire 2 demandes, une en L3 et une en L2, ou est-ce qu'on peut espérer, en faisant une demande en L3, si vous estimez que notre niveau n'est pas assez élevé, d'être rétrogradé et de pouvoir aussi accéder à la L2 par la demande de L3? Alors, je vais vous répondre très clairement. On préfère que les étudiants fassent une demande, parce que c'est compliqué. On a 500, 600 dossiers. Si chacun met son truc, son curseur en disant « Oh, ben, si vous ne me prenez pas là, vous pouvez aussi me prendre ». Donc, le mieux, c'est que vous fassiez, c'est ce que je disais tout à l'heure, un cran en dessous. Alors, c'est-à-dire, si vous estimez que vous êtes possiblement en L3, peut-être se mettre en L2 pour être sûr de passer, plutôt que d'être en L3, sur lequel le niveau de recrutement, je dirais L3, est quand même un peu supérieur, en tout cas au niveau du dossier. On est beaucoup plus regardant sur le book et les projets que vous avez déjà faits. En fait, c'est plus une question d'échelle de projet, de bagages que vous avez en termes de représentation qu'autre chose. Est-ce que vous repositionnez un candidat qui s'est peut-être positionné un peu au-delà de là où... Non, on préfère que vous vous sous-positionniez et le cas échéant, on vous repositionne au-dessus si on estime que vous avez... Ok. Et dans le cadre d'une formation qui est la nôtre, qui est celle de, je ne sais pas si vous connaissez Olivier de Serre, NSAMA. Voilà, un DNMAD à l'ENSAMA, donc qu'on ait fait cette année, qu'on est en 3e année. Oui, c'est plutôt 3e année. Alors après, c'est vrai que nous, on va être aussi assez regardants sur les dossiers. Ça dépend un peu de l'échelle des projets. C'est ce que je disais en préambule. C'est vrai que moi, je recommande de ne pas aller trop haut dans les diplômes, justement, enfin, équivalent master ou à l'ENSAMA que je connais bien. Parce que c'est compliqué. Plus vous allez haut, plus les mêmes fondamentaux vous manquent. Quand vous faites un BTS de design espace à l'ENSAMA, vous n'avez toujours pas fait de construction et d'urbanisme. Et quand vous avez fait, pas, à mon avis, pas au niveau de ce qu'on enseigne ici. Mais c'est pas désagréable, c'est simplement, voilà, vous n'êtes pas préparé pour les mêmes choses. Et donc, si vous allez continuer à monter jusqu'au DMA, je ne sais plus quoi, comment DSA. Oui, jusqu'au DSA, pardon. Vous n'aurez toujours pas fait les questions d'urbanisme ou de structure. Voilà, vous êtes plus, je dirais, dans la constructibilité sur des éléments de petite taille, mais toutes les questions structurelles, je dirais un peu plus grande échelle, ça vous n'avez pas fait. C'est pas la peine de vous handicaper avant même de revenir.
Ok, donc pour nous, il serait plutôt question de demander la L2. Et même si on précise dans notre lettre de motivation qu'on est ouvert à faire les deux, L3 et L2, ça ne va pas influencer directement? Alors, vous pouvez tenter le L3. Après, mon interrogation, c'est parce que les projets dans les écoles de BTS Design Espace sont assez variables. Il y a des années, moi je me souviens, il y a une année où on avait même essayé des BTS de les faire passer en 3e année, parce que vous aviez quasiment les mêmes projets, enfin la même échelle de projet en 2e année que nous en 2e année. Donc on se disait, ils ont le bagage 2e année, donc on peut les faire passer en 3e année. Ça a duré 1 an, on n'a pas pu réitérer l'exploit l'année d'après et les années d'après, parce que c'est pas le niveau des projets, c'est juste l'échelle des projets. Où là, il y avait des petits collectifs, de l'individuel groupé, etc. Donc, et des petits projets d'équipement, donc ça se passait bien. Mais si vous ne les avez pas faits, après c'est compliqué de les assembler, de faire un immeuble collectif comme ça du jour au lendemain. Oui, ah oui, pardon, enfin je sais pas, vous voulez mettre L3 mais que vous seriez OK pour L2 ? Vous pouvez le mettre, oui, mettez-le. Mettez-le, mais ce que je veux dire, on ne fait pas 2 dossiers, et puis à la fois c'est à nous de choisir, mais on ne peut pas choisir comme ça dans l'absolu, il faut qu'on regarde par rapport au dossier, et l'idée, il ne faut pas mettre le jury, entre guillemets, dans la position d'être obligé de vous placer, parce qu'il y a des gens qui veulent aller plus haut qu'ils n'en ont les capacités, et bon, c'est un peu gênant. Donc on préfère, dans ces cas-là, on préfère les mettre, les évincer plutôt que de les rentrer. Donc si vous montrez, je dirais, une certaine modestie dans l'équivalence, on sera plus enclin à vous prendre dans tous les cas. Pas de questions ? Plus de questions ? Ah si. À la session admission, en fait, il était recommandé de choisir un plan B, en plus des écoles d'architecture, hein, j'imagine, pour pouvoir intégrer par équivalence. Est-ce qu'il y a dans ces cas-là des formations que vous recommandez qui sont mieux positionnées pour intégrer par équivalence, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence ? Alors, je vais vous donner mon avis personnel. Pour moi, il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est une petite philosophie sur le sujet. Je trouve que les étudiants, ils se mettent beaucoup la pression. Il n'y a pas de mauvaise formation ou de formation qui ne fonctionnerait pas, puisque l'architecte, enfin les métiers d'architecture, c'est un des derniers métiers de généraliste. Et donc, on touche un peu à tout. Donc, là, j'ai rencontré tout à l'heure une jeune fille qui voulait faire Hippocane parce que, voilà, elle adorait le français, elle n'était pas sûre d'être prise. Mais je lui ai dit, vas-y, fonce. Il ne faut pas se priver. Une autre qui voulait faire psycho, faut y aller. Oui ? Non, mais c'est des étudiants qui sont en passe de passer leur bac et qui disent, si je n'ai pas... si je ne suis pas sélectionné en archi, qu'est-ce que je fais ? Et alors après, il y a une autre école que je... Non, mais ça donnera pas ça donne pas d'équivalence. Non, mais... Oui, mais j'ai bien compris le sens. Et alors, si véritablement c'est l'archi, moi je conseille fortement, il y a une école publique qui s'appellent les Ateliers de la Ville de Paris, qui sont rue de la Glacière dans le 13e. Ils sont formidables. On en a accueilli 2, 3, on en accueille régulièrement quelques-uns. Ils préparent à la fois au concours de toutes les écoles design espace, la l'ENSAMA, Boulle, Dupéret, et puis l'autre, j'oublie la dernière, d'Estienne. Et il y a aussi une préparation pour rentrer en école d'architecture. Et oui, en première année. Mais non, il veut... Non, j'ai rien compris. Vous... Pardon. L'idée, c'est de dire, je veux faire architecture, hein, mais du coup, les écoles d'architecture sont sélectives, hein, et donc, si j'en mets 10, je risque de me retrouver avec rien.
Et donc, dans ces cas-là, si on met quelque chose d'autre, éventuellement en vue de rentrer en équivalence, qu'est-ce qui est le... Non, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de succursale autre que l'architecture. C'est pour ça que je conseille pas de faire, pas de viser une école en se disant je vais refaire l'équivalence, enfin je vais rentrer en architecture par l'équivalence, auquel cas, voilà. De toute façon, la sélection est la même, le pourcentage d'acceptation en équivalence par rapport au nombre de personnes qui s'inscrivent, c'est la même que, à peu de choses près, que les primo-entrants qui sortent du bac. Donc c'est pour ça que je dis, si vraiment c'est l'architecture, soit faites une année comment dirais-je, d'université, dans une spécialité, que ce soit l'histoire, l'art plastique, la géographie, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi philo, pourquoi pas, enfin... De toute façon, enfin, le Parcoursup et ce type de, je dirais, de sélection un petit peu, c'est pas évident. Donc, faut plutôt mettre des choses qui vous intéressent, enfin, qui intéressent votre fille ou votre fils, plutôt que de faire. Oui, il n'y a pas d'antichambre de l'architecture. Soit on fait architecture. Après, les équivalences, bon, c'est fait à travers les passerelles, le système LMD, les équivalences pour donner une chance à ceux qui, tout d'un coup, se découvrent une passion pour l'architecture, alors qu'ils ne font pas tout à fait ça dans le domaine, mais qu'ils ont été plus ou moins confrontés à l'architecture. Et donc, ça leur donne une chance. Mais voilà, il ne faut pas donner l'impression qu'on peut faire architecture en faisant 6 ans de médecine et puis que vous allez trouver une équivalence après en 5e année, c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis, que les étudiants lycéens et autres fassent ce qui les intéresse avant toute chose. C'est bon, c'est fini. Plus de questions pour cette thématique. Une dernière question alors. J'avais aussi une question donc, par rapport au dossier. J'ai vu qu'en fait, il y avait des cases au dossier sur Taiga d'équivalence. Il y a des cases assez précises sur les choses qu'on a le droit de rajouter. Et en fait, c'est des PDF, donc il est possible de rajouter autant de pages qu'on veut pour le titre. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux d'ajouter, par exemple, tout ce qui est stage qu'on a pu faire, diplômes qui n'ont pas un lien direct avec, avec l'architecture, mais élargi pour montrer toute la pluridisciplinarité qu'on peut avoir? Là, oui, en fait, votre question, c'est de savoir si vous pouvez intégrer tout ce qui est convention de stage et tout ça. Il faut alimenter votre dossier au maximum. Au maximum. Bon, pas de documents en dehors de ce qu'on demande. Enfin, il faut que ça reste sur le but, c'est de valoriser votre dossier. Donc oui, mettez des preuves, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça, voilà. Exactement, oui. Donc des choses qui ne sont pas forcément demandées, par exemple des avis des professeurs, des choses comme ça peut être intéressant de le rajouter quand même. Les avis des professeurs par rapport à notre entrée dans une école d'architecture. C'est très vaste en fait, les pièces qu'on a besoin de rajouter. Oui et non, parce que on ne prend pas sur recommandation. J'ai envie de dire, on l'a fait, il fut un temps où on le faisait. Et ça donne des espèces de droits comme ça qui est pas très républicain. Donc ça, à mon avis, ça sert pas. Ça peut même desservir le cas échéant. Je reviens aux histoires de stage. Moi, je suis pas examinant les dossiers. Je suis pas un farouche partisan de mettre ce que vous avez fait en stage. Vous pouvez mettre dans votre CV que vous avez fait un stage dans une agence X ou Y d'architecture. Pourquoi? Parce que vous avez 2 cas de figure quand on fait un stage, et c'est valable aussi pour les étudiants d'architecture. Soit vous êtes un brillant ou une brillantissime collaboratrice, et le responsable de l'agence ou le chef d'agence va dire oui, c'est ça le projet, c'est pas lui qui l'a fait, c'est vous qui l'avez fait. Mais vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire vous êtes une bonne exécutante, mais où on sait aussi dans les architectes, il y a des personnalités qui sont tellement fortes qu'ils veulent absolument avoir la main sur leur projet et ils vous laisseront pas faire ce que vous voulez. Donc en gros, vous allez plus faire le projet d'un autre que le vôtre. Ce qui nous intéresse pour les études d'architecture, c'est que ça soit vous qui fassiez le projet. Donc,
mettez ce que vous avez. Là où je voulais aussi en venir, un petit commentaire sur le dossier. Mettez aussi vos petits, ce qu'on appelle le carnet de bord, en plus de vos réalisations de projet final, vos cahiers d'études. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à l'ENSAMA notamment, et enfin toutes les écoles de design espace, vous êtes plutôt assez habile en termes de croquis, vous savez vous exprimer, vous pouvez rajouter un peu de texte, etc. Ça, c'est intéressant, parce que voir le projet final, c'est bien, mais bon, on va en voir, je vous dis, 400, 500. Et ça peut vous distinguer des autres en montrant que vous savez vous exprimer par le dessin, que c'est un vrai moyen de communication pour devenir un futur architecte ou une future architecte. Ok, et si on a réalisé un mémoire de fin d'année d'études, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous rajouter ? Oui, bien sûr. Tous les projets, que ce soit des projets de fin d'études, des projets en cours d'études, etc. Mais je dis, les agrémenter de petits croquis, ça c'est toujours une bonne chose. C'est fini. Merci à tous, mais si vous avez des questions complémentaires, le stand dédié à cette thématique vous attend dans le hall pour finaliser vos demandes. Merci à tous. Alors la dernière thématique de cette série est consacrée aux doubles diplômes internationaux. Avant de commencer avec cette thématique, je vais juste vous rappeler que le programme que vous avez eu à l'accueil général vous permet, via ce QR code, de laisser vos coordonnées et de recevoir des informations sur la programmation culturelle de l'école, expositions, conférences, ce qui vous permet, entre autres, de préparer l'éventuel entretien d'admission du 17 mai. Vous avez également eu ce document qui est un flyer avec un QR code qui vous permet d'accéder à la plaquette qui s'appelle formation initiale et qui présente tous les enseignements, qui reprend un peu tout ce qui vous a été dit, notamment aux conférences de présentation. Et puis, dernière petite chose, ce document, ce marque-page pratique pour le roman que vous êtes en train de lire, mais également, c'est un impôt obligatoire, comme vous le savez, la taxe d'apprentissage. Les entreprises peuvent choisir à qui la verser. Et donc, évidemment, on vous invite vivement à choisir l'ENSA Paris-Val de Seine. Et on vous en remercie par avance, évidemment. Je laisse la parole à Xavier Dousson, qui est enseignant à l'école, qui va vous présenter les doubles diplômes internationaux et répondre à toutes vos questions sur cette thématique. Merci à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai été présenté, je suis architecte de formation, je suis également docteur en histoire de l'architecture. Je vais vous présenter donc les doubles diplômes. L'école de Val-de-Seine a, je pense, c'est une rareté dans le paysage de la formation d'architecture en France, a deux doubles diplômes internationaux. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 à l'échelle nationale. Ces deux doubles diplômes sont co-construits avec des structures italiennes. La première, c'est le Polytechnique de Milan, et la deuxième, c'est l'IUAV de Venise. Donc IUAV, ça veut dire Institut d'urbanisme et d'architecture de Venise. Des grosses entités, 4000 étudiants à Venise, à peu près 8000 au Polytechnique de Milan. Et l'idée, c'est de conduire les étudiants, pendant le temps de leur master, à 2 diplômes. Donc un diplôme français, reconnu en France, architecte, et un diplôme italien, donc reconnu en Italie. La différence entre ces deux doubles diplômes, enfin les différences, il y en a plusieurs. Venise, c'est 4 semestres, donc c'est un master 1 et un master 2, je dirais, conventionnel, habituel. À Milan, il y a un semestre de plus, donc c'est 5 semestres. À Venise, la première année, le master 1 se fait à Venise, la deuxième année se fait ici à Val-de-Seine, et la soutenance du diplôme se fait ici à Val-de-Seine, avec un jury croisé italo-français. Et puis, il y a quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, une présentation à Venise, mais qui ne fait pas l'objet d'une soutenance. Et là, vous avez donc vos 2 diplômes. À Milan, la première année se fait ici, à Val-de-Seine. La deuxième année se fait à Milan. Et
le 5e semestre, se fait où vous voulez entre les deux villes et vous soutenez votre diplôme à la fin de ce 5e semestre, à la fois à Paris et à Milan. Voilà, donc il y a un investissement en temps plus important pour Milan. À Milan, la pédagogie n'est pas véritablement orientée. C'est un diplôme généraliste. À Venise, c'est un diplôme qui est orienté sur les questions de transformation de l'existant. Je fais la transformation de l'existant. Je fais une dernière micro-incise et puis après je réponds à vos questions. Il faut s'inscrire en licence 3 pour que les étudiants puissent partir dès le début du Master 1, voire même dès l'été s'installer soit à Milan, soit à Venise. Et puis je fais une petite incise sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture, qui n'est pas, vous le savez, une discipline qui a une place facile dans les organisations de l'enseignement dans les pays européens. En France, l'architecture est enseignée aux Beaux-Arts au départ, donc c'est plutôt la figure de l'artiste. Aujourd'hui, elle est rattachée au ministère de la Culture, cette formation, et c'est d'abord l'idée de former des artistes, architectes. Quand vous allez en Espagne, par exemple, c'est rattaché aux polytechniques, donc aux formations plutôt techniques. Et quand vous allez en Italie, vous avez les deux. Vous pouvez être rattaché à l'université, donc c'est une approche plus culturaliste, plus liée à la mémoire et l'histoire. Ou vous avez le polytechnique, ce qui est le cas pour Milan. Donc ce qui est assez intéressant, moi je trouve, entre ces deux formations, c'est que si vous faites Paris-Milan, vous découvrez évidemment la manière de former des architectes en France, qui est rattachée, je vous le disais, à cette figure de l'artiste, à cette longue histoire de compagnonnage avec les beaux-arts. Et vous allez rencontrer à Milan une autre formation plutôt liée aux questions techniques. Si vous faites Venise, c'est pareil évidemment à Paris, et vous allez rencontrer à Venise une formation qui est plutôt rattachée à l'université, dans ses modes de fonctionnement, dans ses attendus, etc. Voilà, je suis tout oui pour répondre à vos questions. Alors oui, peut-être une précision sur ce plan-là, c'est important. À Paris, évidemment, les cours sont en français, il y a quelques cours en italien. Si vous allez à Milan, c'est structurellement un enseignement qui est plutôt en anglais. Donc on demande une bonne connaissance de l'anglais pour suivre l'enseignement. Il y a évidemment des cours en italien, mais aussi il y a beaucoup de cours en anglais. À Venise, ce n'est pas le cas. À Venise, l'enseignement est très majoritairement en italien, et donc si on a une bonne compétence en italien, c'est un point très positif pour partir à Venise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors attendez, il y a un micro qui circule. Alex, juste devant toi. Donc pour participer, pour espérer avoir ça pour le diplôme de master, est-ce que c'est possible de suivre des cours ici d'italien? Oui. Et si oui, combien d'heures par semaine on a accès? Alors je ne sais pas très bien comment ça se passe en termes d'heures, de quantité, mais il y a des cours en italien, des cours en anglais, enfin il y a un certain nombre de cours de langue qui sont offerts par l'école. Et donc si vous avez cette perspective-là à 2-3 ans, c'est vrai que ça vaut le coup de suivre les cours en italien, et dans le dossier ça compte, cette pratique de l'italien. Bien sûr. Merci. Il y a une question là-bas. Je vais me rapprocher de vous. Je me sens très très loin en fait. Bah ouais. Est-ce qu'il faut avoir un certain vocabulaire en anglais ou connaître un jargon particulier pour pouvoir faire le double diplôme, si par exemple on a des cours en anglais? Ou alors est-ce qu'il faut juste savoir parler anglais? Alors, je sais que ce qui est attendu et ce qu'on regarde, c'est les... Vous savez, il y a des classements A1, A2, B1, B2, etc. Il y a un certain niveau qu'on attend, qui est généralement une bonne pratique. C'est l'équivalent de 3 ans de formation dans la langue. D'accord, et ce serait quel niveau? Et donc, bon, je ne sais plus comment ça doit être B2, voilà. Si c'est possible. Mais en fait, le dossier, c'est pas que ça. On regarde aussi tout votre dossier d'étudiante, vos réussites au cours, etc., votre engagement dans l'école, on regarde tout ça. Mais c'est vrai que la langue, on regarde. Le vocabulaire, on peut l'apprendre assez vite quand on connaît assez bien la langue. Donc, l'anglais pour Milan, plutôt l'italien pour Venise. Il y avait une question là. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'accéder à ce double diplôme directement? Parce que moi j'ai déjà mon diplôme d'architecte, sauf que justement il est international, du coup algérien. Est-ce que je pourrais avec mon diplôme postuler à cette double formation? Alors, c'est un double diplôme qui est offert aux étudiants de l'école.
Donc, moi, je sais. Votre diplôme, vous l'avez eu où? En Algérie. Je ne sais pas quelle est la reconnaissance de votre diplôme en France, mais en tout cas, nous, on recrute en licence, donc vous pourriez peut-être demander une inscription en licence, et à partir du moment où vous êtes étudiante dans notre école, vous pouvez postuler à ce double diplôme. Donc, je pense que c'est ça. Mais alors, c'est vraiment des questions administratives que je ne maîtrise pas forcément. Moi, je suis plutôt côté pédagogie. Ça vaut le coup de poser la question aux stands qui sont dehors. Vous êtes diplômé de l'EPO, c'est ça? Vous êtes diplômé de l'EPO? De l'université? D'accord. D'Alger? Oran? D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attends, posez-la là-bas, puis après je vous passerai le micro. Bonjour, j'imagine que le nombre de places est limité. Qu'en est-il? Le nombre de places, il est limité? Ah oui, j'ai pas précisé ça. Pardon. Je manque à tous mes devoirs. C'est la fin de la journée. Hein. Je suis là depuis 10 heures ce matin. Alors oui, c'est un petit peu sélectif, mais pas tant que ça. On a entre 2 et 4 étudiants par double diplôme qu'on sélectionne chaque année. Ça dépend du nombre de candidats et ça dépend évidemment de la qualité des dossiers. Ils font pareil côté italien, et donc ça forme une cohorte généralement de 6 à 8 étudiants qui se retrouvent, qui démarrent en même temps ce double diplôme et qui dialoguent ensemble, qui se rencontrent. Donc évidemment, quand c'est les Milanais, c'est les Milanais qui viennent d'abord la première année à Paris en Master 1, donc ils rencontrent les Parisiens, si je puis dire, et ils commencent à former un petit groupe, et c'est pareil à Venise de manière inverse. Donc ça crée une sorte de petite cohorte, voilà, d'étudiants internationaux, parce ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des Français et des Italiens, il y a eu des Allemands, des Autrichiens, des Espagnols dans ces formations, parce qu'ils étaient inscrits ici ou à Milan ou à Venise. Et donc ça fait une espèce, oui, de petits groupes comme ça qui fonctionnent. Et donc la sélection, elle n'est pas si importante que ça, parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça. Par exemple, pour Milan, cette année, il n'y avait que 4 demandes. Donc on en a pris 2. Donc ça fait quand même une possibilité de 50% de partir, c'est quand même plus que le loto. Hein. Et pour Venise, il y a eu 10 demandes et on en a pris 3. Donc c'est pratiquement un tiers. Donc voilà, ça se tente. Et peut-être j'en profite tant que je suis sur cette question-là. Il y a des étudiants qui demandent un Erasmus en licence 3 à Milan ou à Venise et qui sont bien à Milan ou à Venise et donc en profitent pour demander un double diplôme à Milan ou à Venise et qui du coup continue en double diplôme à Milan ou à Venise. Ça, on a eu plusieurs fois le cas. Et c'est des étudiants qui, on sait, qui sont déjà intégrés, qui vont pouvoir être pour le groupe assez porteurs dans une forme de dynamique de groupe. Okay. Est-ce qu'il faut avoir fait des mathématiques au lycée pour pouvoir aller en Italie? À Milan. Est-ce qu'il faut... Pardon? Alors, la formation, elle est un peu technique, mais je ne pense pas qu'il faille des compétences en mathématiques supérieures à celles que vous avez eues pour le bac. Je ne crois pas. On ne forme pas des ingénieurs, c'est une formation à l'architecture, mais disons que l'approche, la couleur qu'on pourrait donner, si vous voulez, à votre trajectoire d'enseignement, elle s'intéresse aux questions techniques. Donc peut-être que vous allez calculer, mais surtout, c'est toujours de l'approche. Par exemple, on va regarder la structure, on va regarder la question thermique, on va regarder des choses qui sont un peu techniques et qu'on peut rationaliser avec des ingénieurs. Mais on ne vous demande pas d'être des ingénieurs. Hein. Donc je ne crois pas que la question mathématique soit une question centrale absolument dans cette formation. C'est plutôt un esprit rationnel, un esprit un peu technique. Si vous n'avez pas du tout cet esprit-là, peut-être que ce n'est pas complètement... raccord avec votre personnalité qu'il faut trouver. Vous savez, c'est vaste l'architecture. Le monde de l'architecture est vaste. Il faut peut-être trouver quelque chose qui corresponde mieux à vos aptitudes. Encore que c'est pas mal aussi de sortir de sa zone de confort et d'aller vers ce qu'on ne sait pas pour apprendre ce qu'on ne sait pas. Ça dépend des personnalités. Là, on sort de ma compétence. Oui, j'ai compris. Mais on a une offre Bonsoir. énorme. Moi, j'avais donc une question. Est-ce que vous avez évoqué des élèves qui partaient en Erasmus en licence 3 donc ça, en fait, il y a des échanges. Alors, donc, effectivement, ce n'est pas le double diplôme international, mais est-ce qu'il y a des échanges pendant la scolarité à l'ENSA avec d'autres écoles à l'étranger possibles? Alors, on a
Et généralement, ceux qui n'arrivent pas à obtenir le double diplôme, mais qui ont quand même conventions avec les écoles en Europe, si je puis dire, vers l'Erasmus, qui partent quand même dans la destination où ils rêvaient de partir. Rien qu'en Italie, il y a 7 ou 8 destinations. Il y a Gênes, il y a Bologne. Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'il y a Rome, je crois qu'il y a Naples. Et donc les élèves partent à partir de la... On a fini un peu en avance, mais tant mieux. Oui. Ce sera quoi une thèse en architecture à part l'enseignement? Ah, c'est une bonne question. Quels sont les débouchés? Alors, il y a 2 questions. Il y a la question de l'architecture comme pratique intellectuelle. En fait, dans l'esprit des gens, dans l'esprit pratiquement de tout le monde, la pratique architecturale est une pratique professionnelle, vaguement artistique. Or, il y a une dimension intellectuelle à cette pratique. Donc l'idée, depuis une trentaine d'années, c'est de conduire vers un doctorat qui soit un doctorat spécifique à l'architecture, qui est encore en train d'être inventé. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un doctorat en histoire de l'architecture, en sociologie de l'architecture, en technique de la construction, mais en architecture, c'est en train de se mettre en place et il y a des tensions, comme toute naissance, sur quels sont les attendus d'un doctorat en architecture avec des débats scientifiques assez importants. Alors, c'est pour donner, en tout cas, le fond de cette histoire, c'est donner de la légitimité aux praticiens et à l'architecture face aux autres disciplines de la connaissance. En pratique, à quoi ça sert? Effectivement, ça sert à enseigner derrière. Ça sert à participer à l'édifice de la connaissance. Si on fait une métaphore un peu basique, mais on est en fin de journée, on va dire la recherche scientifique, c'est comme une espèce de grande pyramide de briques. Et chacun fait sa petite brique qui participe à la connaissance générale. Et cette connaissance, elle permet de sortir des idées reçues, des habitudes, etc., et d'avancer vers quelque chose qui est un peu, enfin, on espère une sorte de monde meilleur. Voilà, donc ça sert à ça collectivement. Après, individuellement, ça sert à enseigner, c'est sûr, et ça sert à continuer la recherche. Mais il n'y a pas que l'enseignement, c'est-à-dire que vous pouvez continuer dans des programmes de recherche qui sont financés notamment au niveau européen, assez important, mais même au niveau national. Et donc, vous pouvez sortir avec un doctorat en architecture et ne jamais enseigner, mais continuer la recherche. Et là, il y a des cadres assez nombreux, il y a des subventions, il y a le CNRS, vous pouvez évidemment devenir chercheur au CNRS. Dans nos labos de recherche, là, à l'école, il y a des ingénieurs, ce qu'on appelle les ingénieurs de recherche, qui sont généralement diplômés, qui ont un doctorat et qui sont payés à l'année pour faire de la recherche. Voilà. Ils enseignent un tout petit peu, mais ils ne sont pas forcément obligés. Donc il y a quand même tout un monde de la recherche qui émerge depuis une 50aine d'années. Ce n'était pas le cas avant. La recherche ne se faisait qu'à l'université, elle commence à se faire dans les écoles. Et progressivement, des labos se montent, se structurent, trouvent des subventions, des subventionnements, embauchent des ingénieurs de recherche et fabriquent une recherche qui, on l'espère, est utile pour tout le monde, pour la société. C'est ce qui est son objectif. Voilà. Un architecte ne ferait pas une thèse. Quelqu'un qui veut rester dans la pratique de l'architecture ne ferait pas une thèse. Alors, ça peut enrichir sa pratique. C'est pas moi j'ai pratiqué pendant pas mal d'années et donc j'ai une thèse et j'ai pratiqué. Là j'ai un peu réduit la pratique parce que c'est dur de faire tout en même temps, mais ça donne en fait les maîtres d'ouvrage. Bon là je parle de la tambouille de l'accès à la commande. Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont assez sensibles à justement une dimension intellectuelle de la pratique et qui veulent pas des architectes complètement rivés dans les problématiques contemporaines, sans perspective, sans capacité de critique. Ils veulent embaucher, si je puis dire pour eux, des gens qui vont avoir un positionnement un peu différent. Et donc, ils sont sensibles à cette question de la recherche. Pendant longtemps, il n'y avait pas besoin de doctorat, il suffisait de publier. Et c'est encore le cas. Mais on peut tout à fait publier une recherche sans avoir fait de doctorat. C'est pas incompatible. Disons que le doctorat, ça permet de se familiariser avec les exigences de la recherche, avec des choses toutes simples de ce que c'est que de faire une recherche scientifique. Mais il y a des praticiens qui publient et qui ont une pratique de recherche qui soutient la pratique, je dirais, professionnelle, qui donne de la valeur aux décisions qu'ils prennent. Entre autres, ouais, bien sûr. Quand vous embauchez un type qui va faire votre maison et qui, depuis 20 ans, fait de la recherche sur la construction en terre-paille, par exemple, vous pouvez vous dire, c'est bon, il connaît un peu parce que la terre-paille, ça a mis du temps à émerger.
Ça marche très bien. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. En fait, on est capable aujourd'hui de faire des briques de terre-paille. La paille, ça fait... Voilà, la paille, c'est un isolant thermique super. La terre permet d'éviter que la paille flambe. Enfin, ça règle tout un tas de questions de sécurité. Et donc, c'est un super matériau pour faire des murs assez épais, mais très isolants et pas cher, puisque la terre et la paille, il y en a pratiquement dans toutes les régions. Il faut juste la terre qui a assez d'argile pour que ça marche. Et donc, il y a des gens qui ont vraiment lancé des réflexions il y a 30, 35 ans là-dessus, 20 ans, certains, et qui ont mis au point des techniques de fabrication, sortes de grosses bottes de terre, et qu'on fait passer tous les tests de certification pour que ça marche, etc. Et aujourd'hui, ça commence à être relativement mature comme technique. Et quand vous prenez quelqu'un qui, depuis 20-30 ans, a fait tous les tests en labo, c'est comment ça se met en œuvre, vous pouvez être sûr que voilà, ça va à peu près marcher. Voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est pas qu'une recherche qui est que théorique ou que, je dirais, dans la stratosphère des idées. C'est aussi une recherche qui est pratique, qui peut être très, très... Rater, pour moi, c'est pas rater, c'est aussi important que le reste. Hein. Ça participe, si vous voulez, du renouvellement des formes, du renouvellement des questionnements dans l'architecture. On peut faire ça. On peut faire ça. Non. Vous savez, vous faites vos 5 ans. Après, il y a la HMO, NP. Ça, vous savez ce que c'est? Voilà. Mais vous pouvez faire aussi des diplômes, des post-diplômes, qui s'appellent des diplômes supérieurs d'architecture, et maintenant qui s'appellent des post-masters. Il n'y en a pas dans notre école, mais il y en a quelques-uns qui sont en train de se monter. Mais si vous allez à Marne-la-Vallée, il y a un DSA sur la question thermique, depuis déjà 4-5 ans. Il y a un DSA sur les questions urbaines. Voilà, vous pouvez continuer à vous former après le diplôme. Et vous n'avez pas encore votre HMO-NP. Vous pouvez faire un doctorat dans la foulée, mais vous pouvez aussi revenir 2, 3, 4 ans après pour faire votre doctorat. La question, c'est le financement. Voilà. Dans la foulée, c'est plus facile de trouver un financement. Quand vous revenez, que vous êtes sorti de l'école et que vous n'avez pas fréquenté pendant 3, 4, 5 ans des structures de recherche ou des écoles, c'est compliqué de revenir et de se relancer dans quelque chose. Moi, je vous conseillerais plutôt, si vous avez une idée de doctorat, de vous inscrire en doctorat avec un enseignant et de faire une suspension d'inscription pendant 2-3 ans si vous voulez travailler en agence. Et vous gardez contact avec votre directeur ou votre directrice, vous allez la voir une fois par an, vous dites j'ai pas beaucoup avancé cette année, j'ai beaucoup travaillé en agence, et puis quand vous êtes prête, vous relancez le système. Ouais. La césure, attention, la césure, vous avez un garant qui valide votre césure et qui vous suit, et vous devez faire un programme de travail pendant votre césure. Enfin, vous devez dire ce que vous faites. Si c'est une césure pour aller ramasser le raisin aux vendanges et après aller faire du surf à Hawaï, ça ne marche pas. Il faut dire, je vais travailler dans telle agence et puis après, je vais voyager à tel endroit pour aller voir telle architecture, par exemple. C'est tout bon? Il y avait une question derrière? Bonsoir. Moi, c'était surtout sur les stages en L2. Est-ce qu'il y a possibilité de faire les 2 mois de stage à l'étranger ou pas du tout? Alors, je pense que c'est possible, mais là, je dois dire que c'est pas que c'est hors ma zone de compétence, c'est que moi, je corrige sur le plan pédagogique, mais je connais pas assez bien le cadre administratif des demandes. Mais a priori, c'est possible, puisque j'en ai déjà corrigé d'étudiants ou d'étudiantes qui allaient faire leur stage en Allemagne ou en Italie. De ces premières pratiques, c'est ça? C'est le stage de première pratique? Oui. Ouais. J'en ai déjà corrigé qui étaient en Italie, par exemple. Okay. Enfin, dans mon souvenir. Et du coup, la mobilité en L3, ça n'entache en rien la possibilité d'avoir accès au double diplôme à l'international? Non. Okay. Au contraire, moi, je crois que jusqu'à présent, ceux qui étaient déjà en Erasmus et déjà insérés d'une certaine manière à la société italienne, je parle pour Venise, qui est le double diplôme dont je m'occupe moi personnellement, avec un collègue qui s'appelle Étienne Léna, ça a été un argument pour sélectionner l'étudiante. On s'est dit, elle va être moteur dans l'insertion des nouveaux arrivants, elle va faire le lien, puisqu'elle est déjà dans l'école avec les étudiants qui vont être recrutés, et elle va permettre, parce que c'était une étudiante, de construire une dynamique de groupe plus forte, et c'est réellement ce qui s'est passé, donc on était contents. Voilà. On choisit aussi les étudiants en essayant d'équilibrer à l'intérieur de cette cohorte dont je parlais pour que tout le monde soit à peu près inséré. Donc les gens qui sont un peu dans une dynamique déjà d'insertion à une culture, enfin d'intégration à une culture, on est assez sensible à ça. Même si ça pourrait apparaître comme une forme de discrimination, enfin, puisque vous avez déjà été servi d'une certaine manière, c'est vous resservir, mais
bon, ça aide aussi tout le groupe. Donc, on est attentif à ça. Mais si la mobilité se fait pas en Italie, Pardon ? Si la mobilité se fait pas en Italie. Alors, les doubles diplômes, il y en a que 2, et c'est Italie. Oui. C'est-à-dire, c'est Milan, c'est Venise. Et là, je parle. Vous faites l'Erasmus, ça se passe bien, vous décidez de faire le double diplôme. Donc, c'est une forme de mobilité, mais qui n'est pas rattachée à Erasmus. Ok. Moi, je ne sais pas si on peut faire plusieurs Erasmus, c'est-à-dire partir en licence 3 et après repartir en Master 1 ailleurs. Ça, je ne sais pas. D'une certaine manière, c'est une autre forme de mobilité, donc ça sort du cadre Erasmus, donc on peut le faire 2 fois. C'est tout clair ? Oui. Ça a été ? Vous avez passé une bonne journée ? Bon, bah c'est super. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Bonne soirée à vous.